Bien écoutez, bonjour à tous. Bienvenue du coup pour ce séminaire, enfin ce webinaire, pardon, sur la démarche de prévention de la psychosociale. J'affiche dans quelques instants un support, hein, parce que l'idée c'est quand même peut-être que c'est des sujets un peu compliqués à suivre. Donc là, l'idée d'avoir un support, c'était quand même pas, c'est indispensable pour qu'on puisse échanger ensemble. Je voulais juste, avant que vous voyiez un peu ma tête rapidement, et puis que je puisse me présenter avant d'attaquer. Donc bonjour, moi je m'appelle Aldric, donc je suis psychosociologue de formation. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette bestiole, mais c'est un psychologue qui est spécialisé sur les questions de relations. Hein, notre cœur de métier, nous, c'est d'intervenir donc sur les problématiques relationnelles et il y a plusieurs champs de spécialisation, mais notamment la question du travail. Et donc en fait, moi j'interviens aujourd'hui en tant que consultant dans de nombreuses organisations de travail, que ce soit des entreprises, des associations et des structures publiques, sur la question finalement des risques psychosociaux qui sont des risques sur la santé des salariés et qui concernent donc du coup différents aspects du travail. L'idée souvent quand on intervient, c'est soit d'intervenir vraiment en amont d'une démarche dans l'idée plutôt d'accompagner des structures pour mettre en place un diagnostic, pour faire un point avec avec les salariés et puis démarrer éventuellement des démarches de prévention sur un certain nombre de risques. Soit on intervient vraiment quand il y a des situations déjà aiguës qui ont été détectées, et puis on peut intervenir sur certains aspects de la prévention tertiaire, donc c'est vraiment de la prise en charge, et puis après essayer de construire des actions derrière pour comment dire, améliorer la prise en charge et de ce risque, et puis réduire les risques pour la suite. Donc voilà, donc on a vraiment une palette d'interventions aujourd'hui qui vont vraiment du diagnostic préalable à une démarche de prévention jusqu'à vraiment finalement le repérage d'un risque, sa prise en charge, et à partir de là, avec les organisations, réfléchir à comment réduire ce risque dans la suite et comment on accompagne finalement les collaborateurs pour réduire les risques au travail. Alors du coup, là, je vais pouvoir partager un petit peu, maintenant que je me suis présenté, je vais pouvoir partager un petit peu mon support. Voilà, tac. De manière à ce que vous puissiez voir. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? S'il y a des gens, ils peuvent me faire des signes, comme ça, c'est parfait. Ok, merci. Tac. Donc, on est là ensemble pour 1h30 jusqu'à 14h30. L'idée, c'était dans ce séminaire d'aborder trois temps et je pense qu'on fera un temps d'échange sur ces trois temps-là de manière à ce que ce soit moins peut-être comment dire, que ce soit plus séquencé et plus rythmé plutôt que d'avoir moi qui parle pendant 1 heure et puis après on discute pendant une demi-heure. Mais l'idée du coup c'était quand même de faire quelques rappels sur les risques psychosociaux. Donc vous voyez, j'ai utilisé l'acronyme RPS parce qu'en fait c'est ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est son petit nom, les risques psychosociaux. Donc quand même on fait quelques rappels de notions parce que je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes les uns et les autres par rapport à cette notion-là. L'idée après c'était de rentrer dans le détail de la démarche de prévention en tant que telle et puis on se garde un temps pour aborder la question de concrètement, à votre niveau, comment est-ce que vous pouvez démarrer et enclencher un peu la démarche, comment la mettre en œuvre. Voilà, donc là, c'est un peu ces trois éléments-là. Donc, à chaque fois, on fera une pause de 5-10 minutes de questions, suivant le nombre de questions, voilà, sur chacun de ces temps. Ce sera certainement plus intéressant et interactif, enfin, je l'espère. Alors, je vous propose qu'on attaque sans plus tarder, sauf s'il y a des remarques ou des questions particulières, au cas où. Et sinon, je vous propose qu'on attaque, puisque je commence par faire quelques rappels sur ces fameux risques qui sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'idée, c'est finalement qu'on puisse faire le point avec quelques notions, quelques concepts sur mais de quoi ça parle, ces fameux risques psychosociaux. Hein, et donc, en effet, on voit que quand on décompose finalement toute la question cette expression des risques psychosociaux, on voit qu'en fait, on est bien sur la question du risque. Hein. Donc, c'est la possibilité, la probabilité d'un survenu en fait de ce qu'on appelle des troubles au travail, hein, qui vont impacter la santé des collaborateurs. Et ces risques sont spécifiques. Pourquoi? Parce qu'ils touchent deux dimensions particulières. La dimension psycho, autrement dit psychologique. Hein, donc on est vraiment sur les troubles euh, comment dire, qui vont toucher à la psychologie des personnes, que ce soit sur des aspects purement individuels, mais aussi à des niveaux collectifs. Hein, et c'est des risques psychos dans le sens où ça va toucher ce qu'on appelle, d'un point de vue psychiatrique, la santé mentale. Et on a rajouté sociaux. Pourquoi sociaux? Parce que d'une part, ce sont des risques collectifs
et pas seulement individuelle, et notamment, ça permet de souligner la dimension qu'on dit euh, collective et organisationnelle de ces risques, c'est-à-dire que ce sont des risques qui trouvent des origines à la fois au niveau individuel des personnes, mais qui sont aussi la rencontre avec un environnement de travail particulier. Et donc, l'expression psychosociale a l'avantage de rendre compte de cette dimension à la fois vraiment psychologique sur les salariés, l'impact de ces risques au niveau de la psychologie et du fonctionnement mental, mais également les origines sociales de cette question, c'est-à-dire sociale à entendre dans le sens vraiment du collectif. Donc les risques psychosociaux, ce sont vraiment ces risques-là, souvent. Pour aller vite, moi je parle des risques relationnels au travail, c'est-à-dire on est vraiment dans la dimension des risques où on ne prend pas seulement en compte la dimension physique, mais on est bien sur la prise en compte, on est bien sur la prise en compte des risques d'un point de vue relationnel et psychologique, ce qui à une époque n'était pas du tout pris en compte dans la démarche de prévention de santé au travail. Alors, une petite définition quand même, parce que il faut quand même avoir des éléments. Je vous propose la définition qui a été définie par l'ANACT. L'ANACT, si vous ne connaissez pas, c'est l'Agence nationale de l'analyse des conditions de travail. C'est quand même la principale instance qui est porteuse en France de la démarche conceptuelle autour de la question des risques psychosociaux. Donc, c'est un mot-clé pour moi à taper dans Google si vous voulez faire des recherches par rapport à ces questions, puisque c'est quand même cette instance qui est porteuse vraiment de l'essentiel du sens et des définitions qui ont inspiré notamment les évolutions légales qu'il y a eu en 2010. Alors, l'ANACT, du coup, définit les risques psychosociaux comment? Elle les définit comme étant les risques qui vont concerner la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions de travail, les facteurs organisationnels et les facteurs relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Bon, voilà, c'est une définition, donc elle est toujours un peu costaud. Les éléments qui me semblent importants, c'est ce que j'ai mis en couleur. En jaune, vous voyez qu'il y a santé mentale, physique et sociale. Ça, ce sont les répercussions concrètes pour la santé des salariés. Donc, quand on parle de risques psychosociaux, on s'intéresse aux risques pour les salariés qui vont impacter soit sur la santé mentale, soit sur la santé physique, soit sur la santé sociale, à entendre au sens de la santé relationnelle de l'individu. Alors, ça peut être sur soit un de ces trois niveaux, soit sur ces trois niveaux. Donc, on peut avoir un cocktail où, hélas, on n'a pas de chance et on a à la fois des risques qui s'expriment tant sur la santé mentale que physique et relationnelle du salarié. Donc ça, ce sont un peu les conséquences, l'expression du risque, qui vont être causées par quoi? Vous avez trois niveaux de facteurs finalement. Les conditions d'emploi, c'est-à-dire ce qu'on demande de faire aux collaborateurs, aux salariés. On est vraiment sur l'impact de la tâche et on a des tâches qui sont plus ou moins pénibles tant pour le corps que pour l'esprit. On a également les facteurs organisationnels à entendre comme étant les facteurs qui vont faciliter le fait pour le salarié de faire son travail. Donc, par exemple, proposer des outils, des machines adaptées à la tâche qu'on demande aux collaborateurs, avoir également, comment dire, un environnement qui soit favorable au maintien de la santé du collaborateur, etc. Donc, tout ça, ça va être des facteurs organisationnels, mais ça peut être aussi des facteurs du fonctionnement interne. Par exemple, est-ce qu'il faut faire des procédures? Est-ce qu'il faut rendre compte à tel ou tel? Est-ce qu'il faut suivre un protocole particulier? Toutes ces choses-là, ce sont des facteurs organisationnels. Et les facteurs relationnels, ça va être toute la question de la relation au travail, que ce soit avec mes collègues dans les collectifs de travail, mais que ce soit aussi avec mes managers, évidemment, et la hiérarchie et la direction, mais également, finalement, l'ambiance générale de travail, voire la relation aussi qu'on peut avoir avec des usagers. Donc, tous ces éléments-là sont des aspects qui sont susceptibles d'interagir avec finalement le fonctionnement mental et le fonctionnement du collaborateur et vont avoir pour conséquence, vont avoir des conséquences tant sur la santé physique que mentale que sociale. Alors finalement, pourquoi à partir de risques dits relationnels, psychiques, donc qui sont pour origine le fonctionnement mental, on peut avoir des traductions sur le physique ou le social? Eh bien, parce qu'on travaille, quand on travaille, pardon, on met toujours en œuvre trois dimensions. À chaque fois qu'on travaille, dans tous les métiers, vous avez toujours une dimension physique, c'est-à-dire le geste, la posture, la manière dont on se tient, la corporalité.
hein. Par exemple, même dans des métiers d'accueil, eh bien, il faut sourire. Sourire, c'est une posture physique particulière qui peut en soi impacter tout un tas d'éléments. Puis vous devez être debout, vous devez être assis, etc. Donc chaque métier finalement met en jeu le corps d'une certaine manière. Travailler, c'est également mettre en œuvre une dimension cognitive. Cognitive, hein, donc la dimension cognitive, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau et les fonctions cérébrales supérieures. Hein, donc c'est tout ce qui est de l'ordre finalement de la pensée. Et dans tous les métiers, du plus simple au plus complexe, à chaque fois, l'individu met en œuvre non pas seulement son corps, mais aussi son esprit. Il injecte du sens, de la réflexion, de la prise de décision, de la prise de recul, de l'analyse dans la manière dont il travaille. Et même dans le travail à la chaîne, on a des études dans les psychologues du travail qui ont montré que les collaborateurs développent des stratégies pour arriver à faire mieux, à faire plus vite, à faire moins vite, à gérer le rythme, etc. Donc même dans le travail à la chaîne, qui est un des travails les plus simples qu'on puisse avoir, on met quand même de soi au niveau de son cerveau. Et puis, vous avez aussi toute la dimension psychosociale quand on travaille, c'est-à-dire toute la dynamique à la fois psychologique, c'est-à-dire est-ce que je suis motivé, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai du plaisir, etc. Est-ce que ça a du sens pour moi ce que je fais? Et on met évidemment aussi la dimension sociale, hein, tout l'aspect relationnel au travail. Et avec la crise du Covid, s'il y a une chose qu'on voit bien, c'est que la dynamique sociale, c'est vraiment un élément fondamental du travail. Et donc, en tant que tel, vous pouvez, du coup, quand on travaille, avoir un problème, un trouble sur un de ces trois niveaux ou sur ces trois niveaux. On peut cumuler, hein, hélas, voilà, c'est pas un des trois. Donc, mais le mal-être au travail, la souffrance professionnelle peut s'exprimer sur un niveau purement physique, sur un niveau cognitif, c'est-à-dire avec vraiment des difficultés à faire fonctionner son esprit et sa capacité à analyser ou à prendre du recul, mais aussi sur la dimension plus psychologique, hein, sur la question du moral, par exemple, hein, avec des dynamiques dépressives, etc., mais aussi sur la dimension sociale. On peut avoir tout un tas de problématiques sur des éléments conflictuels, ou alors sur des situations, par exemple, de bouc émissaire, où un collectif se retourne contre un individu. Tout ça, ça peut être fait partie des risques quand on travaille, finalement. Euh, L'intérêt, finalement, d'avoir rajouté, hein, dans la prévention des risques professionnels la question des risques psychosociaux, c'est que vous voyez, là je suis sur le site de l'INRS, hein, et dans la question des risques, eh bien avant était essentiellement pris en compte la notion de risque physique, c'est-à-dire tous les impacts sur le physique, sur le corps du collaborateur. Le problème, c'est que de plus en plus, on est dans des métiers de service. Le corps est de moins en moins sollicité. Et puis dans les métiers du social, c'est pas le corps qui est en jeu, hein, c'est plutôt toute la question de l'outil relationnel que les collaborateurs développent. Alors évidemment, hein, on est bien d'accord qu'il y a aussi des métiers où on met en jeu le corps, hein, mais on le met beaucoup moins que dans le secteur agricole ou secteur primaire ou le secteur secondaire, le secteur industriel. Et dans la société, on est de plus en plus une société qui d'abord et avant tout a des salariés qui appartiennent au monde du service. Et il s'agissait finalement de rendre mieux compte de cette situation dans la question des risques qui n'étaient pas du tout pris en compte. Je referai un petit point sur l'historique très rapidement de d'où viennent ces risques, hein, parce qu'ils viennent pas de nulle part, hein, mais voilà. Et donc du coup, vous voyez aujourd'hui, les risques psychosociaux sont un des risques qu'il s'agit de prendre en compte dans les risques professionnels. Les risques physiques, il y avait déjà de quoi faire, hein, et c'était déjà pas évident. Et du coup, on se retrouve en plus avec un nouveau risque à évaluer pour les organisations de travail. Et c'est pas facile. Il y a 5 raisons qui font que c'est difficile de travailler les risques psychosociaux chez les professionnels. Moi, c'est vraiment les 5 points qui font que je vois beaucoup d'employeurs qui, de bonne foi, vraiment, veulent mettre en place quelque chose pour les salariés qu'ils voient parfois avoir développé des risques particuliers en entreprise. Mais il y a vraiment 5 freins principaux qui sont souvent évoqués. D'abord, et c'est un des premiers éléments, les risques psychosociaux évoquent diverses situations de mal-être et de souffrance et de ressenti négatif par rapport au travail. C'est-à-dire qu'en fait, on n'exprime pas tous ces difficultés professionnelles de la même manière. Donc en fait, pour une situation de travail dégradée, vous allez avoir des collaborateurs qui vont faire une dépression, d'autres qui vont se désengager au travail, d'autres qui vont être agressifs et qui vont conflictualiser, d'autres qui vont plutôt être sur un versant stress et qui vont somatiser, c'est-à-dire développer des troubles physiques
en conséquence de ce surstress. Et donc, en fait, on est très différents les uns des autres par rapport à ça. Donc, pour un employeur, bah, quand il essaye de repérer s'il y a un risque particulier, en fait, il va avoir une collection de symptômes chez ses salariés. Donc, en fait, c'est très compliqué de se dire, tiens, là, j'ai tant de personnes qui sont en arrêt de travail à ce moment-là, etc. Il y a un problème. Bah, c'est jamais aussi clair que ça quand on travaille sur les risques psychosociaux. On est bien souvent sur des situations extrêmement diverses et variées de souffrance et de mal-être. Donc, c'est pas évident, en toute bonne foi, d'arriver à repérer l'apparition d'un risque. Enfin, l'apparition d'une série de troubles chez les salariés, parce que les expressions sont très différentes. De même, les contextes d'expression du malaise qui va mettre mal une personne vont avoir des causes très variées en fonction de son âge, son sexe, sa culture professionnelle, son contexte familial, sa situation sociodémographique, le territoire auquel on est. Tous ces éléments-là vont être autant de contextes qui vont être favorables enfin, des contextes qui vont créer en fait des situations favorables au travail pour certaines personnes et qui vont être très défavorables pour d'autres. L'exemple typique qu'on pourrait prendre, c'est le trading. Hein, vous voyez, par exemple, un environnement extrêmement stimulant, mais extrêmement stressant, où on attend que vous travaillez pendant des heures de manière très rapide, avec des relations de travail pas toujours très sympathiques. Voilà, je suis intervenu dans ce milieu, donc je peux vraiment en témoigner. Ça convient à des gens. La majorité des personnes trouveraient que c'est un milieu très toxique. Mais il y a des gens qui s'épanouissent dedans. Donc, en fait, le problème, c'est que on n'a pas un contexte qui est toxique à 100% pour tout le monde tout le temps. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans certains milieux professionnels et très en difficulté dans d'autres. Donc, on n'a pas non plus une situation très clairement identifiée. Alors, je nuance quand même cette histoire de contexte. Hein. On a des contextes qui sont 100% pathogènes pour les salariés. Hein. C'est des contextes très dégradés de travail où on a des situations de harcèlement, enfin, des problèmes de tension extrêmement importants, enfin, des ambiances de travail très dégradées. Bon, là, c'est pathogène pour tout le monde. Mais hormis ces situations, un employeur qui a une situation de travail tout à fait classique par rapport à son métier, bah, il va avoir des salariés qui vont pouvoir développer des troubles alors que la majorité des autres n'en développent pas. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. Troisième difficulté, on parle de risques qui sont transversaux. Transversaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on analyse une situation de risque psychosocial, il faut faire l'articulation entre l'environnement de travail et les individus qui y travaillent. Autrement dit, on est toujours sur la rencontre entre un individu avec sa situation personnelle et un environnement de travail avec sa situation réelle de travail. Et c'est la rencontre souvent entre ces deux dimensions qui vont créer le risque. Hein, donc, une autre difficulté pour les collaborateurs, c'est qu'en fait, ça touche au personnel et à la vie personnelle des gens. Et donc là, ça met tout un tas de difficultés, souvent, ou de freins, sur un certain nombre d'actions qui seraient possibles pour l'employeur, qui se sent souvent empêché parce qu'il dit, bah ça touche la partie personnelle, donc j'y vais pas. Un exemple typique qu'on pourrait donner par rapport à ça, c'est les questions d'addiction. Hein, où bah, là, typiquement, on dit bah oui, mais moi après, il sort de chez lui, bah, s'il veut consommer un truc, eh bah, il consomme un truc. Oui, mais de temps en temps, ramène ça au travail. Donc il y a une porosité entre travail et vie personnelle. Et c'est compliqué à travailler des deux côtés. Autre difficulté, hein, et vous voyez que du coup qu'on en a quand même cinq, hein, donc on cumule un peu la difficulté pour les employeurs à mettre en marche, en œuvre la démarche, ben souvent ils sont invisibles, ces risques, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils s'expriment de manière très forte. Et souvent ça va être sous forme de crise. Donc en fait, on parle souvent d'une installation des troubles ou des risques à bas bruit pendant longtemps, jusqu'à une explosion où là on les repère. Et souvent, c'est très tard pour agir, c'est très invalidant, tant pour le collaborateur que pour le collectif de travail. Donc, le repérage des risques n'est pas évident non plus. Enfin, ces risques psychosociaux, on parle souvent de risques dits complexes ou systémiques, ou on dit aussi plurifactoriels. Tout ça vient exprimer la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des risques qui sont souvent le fruit de tout un tas de facteurs qui vont à un moment donné dégrader une situation. Et donc, en fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas régler le risque avec une seule action. Il va souvent falloir construire ce qu'on appelle un plan d'action, avec plusieurs niveaux d'action pour pouvoir agir sur le risque, parce qu'une seule action ne va pas répondre complètement à la problématique. C'est pour ça qu'on parle de problématiques complexes. On parle aussi souvent de système,
Parce qu'en fait, souvent, on va agir sur le système du travail, c'est-à-dire l'organisation globale du travail. Donc, si je résume, les risques psychosociaux, vraiment, pour beaucoup d'employeurs, c'est difficile à mettre en œuvre parce que ils ont des expressions très différentes en fonction des salariés quand les salariés vont pas bien. Il y a des causes aussi qui sont très variées en fonction des collaborateurs. Donc, on peut pas dire cet environnement-là, il va être bon pour tout le monde ou toxique pour tout le monde. C'est plus compliqué que ça. En plus, il touche à la vie personnelle, en plus de la vie professionnelle. En plus de ça, ils sont souvent invisibles ou très difficiles à repérer pendant longtemps parce qu'ils sont plutôt à bas bruit. Et enfin, souvent pour répondre à ces risques, il va falloir faire plusieurs choses et pas une seule action. Donc la réflexion autour de ah ben il suffit de pour faire, ça marche moins bien sur les risques psychosociaux. De bonne foi, on peut quand même se dire que bah, il y a beaucoup d'organisations de travail qui font ce qu'elles peuvent dans cette situation. Et donc nous, en tant que consultants, c'est souvent notre posture d'accompagner les employeurs en disant bah, écoutez, c'est vraiment une question compliquée. Euh, Petit élément, je vais présenter très rapidement les expressions, les manifestations principales des risques psychosociaux. Vous propose une classification, mais il y en a plein d'autres sur les manifestations. Plusieurs remarques. D'abord, vous voyez que j'ai mis en orange en haut les troubles psychosociaux. Donc ça, c'est une petite nuance de technicien, mais que je trouve quand même intéressante. C'est qu'en fait, on est dans le risque psychosocial tant que c'est une possibilité. À partir du moment où le salarié exprime une souffrance, on n'est plus dans le risque. Le risque, c'est avéré. Et on va parler de troubles à ce moment-là. Hein, donc souvent, on passe du risque potentiel à quand le salarié exprime ce risque, et ben on est dans le trouble. Et donc vous avez plusieurs évidemment manifestations. Ça c'est vraiment une grosse complexité de la prise en charge des risques psychosociaux, c'est qu'en fait, ben, on a une variété de symptômes qui va être très nombreuses et qui peuvent souvent avoir la même origine et peuvent avoir des expressions différentes. De plus, vous pouvez avoir souvent des expressions qui vont agir à différents niveaux. Évidemment, il va y avoir une action au niveau individuel sur la santé des salariés, mais souvent, on va remarquer qu'il va y avoir des symptômes aussi pour le collectif, hein, c'est-à-dire les équipes de travail en tant que telles, qui vont souvent aussi exprimer un certain nombre de troubles, ne serait-ce que des situations de conflit, des difficultés à faire la tâche. On parle même des situations potentiellement de violence potentielle dans les équipes ou en extérieur. Il va y avoir également des situations de désengagement collectif, voire des situations de chacun pour soi, avec des disparitions de l'entraide, etc. Donc vous avez plein de symptômes aussi sur le collectif, mais vous avez également des niveaux qui vont toucher ce qu'on appelle le structurel, c'est-à-dire l'organisation en tant que telle de l'organisation de travail et de l'entreprise ou de l'association. Savoir, par exemple, des désorganisations entre les services, des baisses de performance, des atteintes autour de l'image, vous avez des risques économiques, vous avez des insatisfactions d'usagers, de clients. Tout ça également sont des symptômes qu'on peut faire entrer dans les troubles psychosociaux. Et souvent, ces risques se répondent. Hein, par exemple, on peut voir qu'une situation de dégradation des conditions de travail vont évidemment atteindre des salariés qui vont peut-être exprimer un certain nombre de pathologies, de problèmes, etc. Donc, imaginons va avoir un certain nombre de salariés qui tombent en arrêt de travail. Donc, la charge de travail va se reporter sur le collectif qui va commencer à fatiguer, à monter en stress avec une dégradation de l'équipe, avec des difficultés à communiquer collectivement, à s'échanger les informations, ce qui à terme peut impacter sur la qualité de la prise en charge et va avoir des conséquences réelles sur l'activité, sur la performance, voire potentiellement développer des risques juridiques parce qu'il va y avoir des mauvaises pratiques. Et ces trois niveaux de risque vont se répondre les uns les autres. Donc l'idée là aujourd'hui c'est pas de développer de trop la question de ces troubles, hein, mais vraiment de vous montrer un peu la variété de ces troubles. Un autre élément qui semble extrêmement important du coup c'est quand même de revenir sur les aspects législatifs. Avant 2008, enfin
qui était vraiment le point de départ de la réglementation sur les risques psychosociaux. Vous aviez déjà tout un tas de mouvements juridiques hein, sur comment dire, sur les aspects de prise en compte de ces questions relationnelles sur la question du travail. Vous avez vraiment deux accords interprofessionnels qui ont été vraiment des jalons importants dans cette prise en compte de ces risques, notamment l'accord de 2008 sur le stress au travail et l'accord de 2010 sur le harcèlement et la violence au travail. Puis, puis, en 2008 en particulier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un scandale à France Télécom, notamment sur la question des suicides. Il y a eu une vague de suicides à un moment donné, donc pour les gens qui se rappellent un petit peu de cette époque-là, concrètement, sur plusieurs mois, il y a eu 5 ou 6 suicides, je ne sais plus exactement, de personnes sur site professionnel avec des courriers qui accusaient nommément et directement l'employeur France Télécom et les managers comme étant responsables du suicide de la personne. Et à partir de cet élément-là, il y a eu un emballement médiatique, une caisse de résonance, et on a mis à jour des pratiques de cet employeur qui étaient vraiment de l'ordre d'une faute grave. Hein. D'ailleurs, il y a eu un premier jugement qui a eu lieu en 2009 où le PDG de l'époque, le DRH et son adjoint, le PDG, son adjoint et le DRH plutôt, ont été condamnés en première instance. Hein. Donc ils ont fait appel, mais je pense que, bon, a priori, la deuxième, ça devrait pas être beaucoup mieux, mais j'espère. Parce que finalement, il y avait vraiment une stratégie de France Télécom de renvoyer les salariés, enfin, de pas de les renvoyer, puisqu'ils ne pouvaient pas, puisque c'était une entreprise publique qui est devenue privée, donc avec toute cette masse salariale de salariés avec des statuts protégés. L'objectif du coup de ce PDG de l'époque était vraiment Monsieur Lombard, hein, était vraiment de faire partir les personnes de force, hein, avec la citation, je le cite, hein, s'ils veulent pas partir par les portes, on va les faire partir par les fenêtres. Hein, donc c'était vraiment une volonté affichée de dégrader du coup les conditions de travail de tout un tas de salariés pour qu'ils partent. Donc c'est là où on a pu, au niveau législatif, rendre visible que les conditions de travail mis en place par l'employeur participe de la santé physique, mais aussi psychique du collaborateur. Et donc, à partir de là, il y a eu un travail législatif pour faire évoluer le Code du travail. Et donc, vous avez l'article 41-21-1 et les suivants du Code du travail qui, à partir de 2010, vont prendre en compte la dimension des risques psychosociaux. Donc, s'il y a un article de loi à retenir, c'est 41-21-1 et les suivants. Je crois qu'il y en a 4-5, il y en a 5 au moins, pour qui reprennent un peu les obligations d'employeur par rapport à la question des risques psychosociaux. Concrètement, si je devais vous synthétiser un peu les choses, et avec des éléments de jurisprudence également, hein, parce que du coup, depuis, il y a eu quand même beaucoup de jugements qui ont été faits, qui ont permis de voir un petit peu ce que la loi attend des employeurs. Un niveau d'attente. D'abord, mettre en œuvre une démarche d'évaluation des risques psychosociaux, si possible, dans l'idéal, avec une approche qui mélange le qualitatif et le quantitatif. On aura l'occasion d'en reparler dans la mise en œuvre concrète de la démarche. Également, mettre en place un programme de prévention de ces risques qui ont été repérés et donc mettre en place une démarche de prévention. Et puis finalement, également, on attend, la jurisprudence attend une analyse des impacts de cette prévention pour tendre à l'amélioration des situations. Donc on parle souvent d'une démarche d'amélioration continue des risques, c'est-à-dire qu'en fait, on attend de l'employeur qu'il revoit sa copie régulièrement, qu'il voit si ce qu'il a mis en place a eu des effets, qu'est-ce qui n'a pas eu d'effet, comment est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc l'idée, c'est quand même qu'on intègre la question des risques psychosociaux comme un risque comme un autre. Hein, de la même manière qu'on va prendre en compte de manière régulière la question des risques physiques. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau risque qu'il faut prendre en compte. Et c'est un risque, c'est une famille de risques plutôt même, qui est assez importante, encore une fois, parce qu'une majorité des collaborateurs travaillent aujourd'hui dans des secteurs tertiaires où la dimension relationnelle est dominante. Donc voilà sur cette premier aspect. Pour quelques rappels sur les risques psychosociaux. Donc, est-ce que on pourrait peut-être prendre quelques questions éventuellement, si il y a des aspects déjà qui vous ont interpellé. S'il n'y en a pas, on enchaîne. Hein. Mais au moins, ça fait un petit temps de pause, voir si éventuellement il y a des gens qui veulent déjà revenir sur certains aspects. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir votre PowerPoint?
Écoutez, du coup, je pense que j'en ferai une version, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je n'aurai peut-être pas tous les slides, mais il y en aura une bonne partie où il y aura les informations importantes dedans. Ok, merci. Pour Euh, avoir rencontré une situation il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai fait intervenir l'ingénieur qualité de la médecine du travail qui nous a suivis pendant, je crois, une journée, qui sur le fond n'a pas changé grand-chose, j'ai envie de dire, malheureusement, sur le problème que je rencontrais, mais qui pour autant nous permet aussi de montrer, non pas qu'on arrive à régler tous les problèmes, mais en tout cas qu'on met le doigt dessus. Alors je ne sais pas oui, si toutes les médecines du travail sont aujourd'hui équipées de ces ingénieurs-là, je ne sais pas. Entre autres, je pense à une inaptitude professionnelle qui a été compliquée à finaliser pour le coup. C'était tendu avec les salariés et j'ai arrivé tant bien que mal, mais ça a pris du temps quand même en appuyant sur l'expertise de cet ingénieur. oui. Ces ingénieurs-là, bah alors sur les médecines du travail, vous avez vraiment toutes les situations. J'ai vu des médecines du travail qui sont hyper proactifs par rapport à ça, avec des équipes pluridisciplinaires, avec plein de professionnels, qui sont vraiment capables d'accompagner des entreprises en demande, enfin des structures en demande, sur beaucoup d'aspects. Et puis vous avez des endroits où vraiment, à la limite, j'ai même vu des médecins qui étaient presque dans le déni de ces risques-là et qui disaient que c'était hors sujet. Enfin voilà quoi. Et entre les deux, bah, vous avez une variabilité importante. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes hein, pour arriver à gérer ces risques-là. Donc c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué. Donc moi souvent j'aime bien quand même me rappeler un peu ces complexités-là, vraiment. Hein. Donc on a un législateur qui s'est saisi d'une vraie question, mais il y a toute une culture quand même professionnelle à construire. Et on est encore dans le démarrage de cette culture-là. Sur l'historique de la prise en compte des risques physiques, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain chez tous les employeurs. Chez beaucoup d'employeurs maintenant, ça paraît un élément basique et assez classique. C'est pas si évident que ça, encore une fois. Et puis là, vous voyez que c'est quand même des risques qui finalement sont vraiment très larges. C'est une famille de risques à part entière. Donc, ça nécessite aussi de monter en culture par rapport à ces risques. Donc, mais par rapport à la médecine du travail, en attendant, ouais, vous avez des outillages qui sont très variés en fonction de votre territoire. Donc, ça, c'est compliqué. Hein. Euh, oui. D'autres questions éventuellement? D'autres marques? Bah, des outils, il en existe quand même quelques-uns. La médecine du travail qui vient d'être pointée, il y a la CARSAT, et puis il y Mhm. a éventuellement Cap Emploi, l'ex-Samet. Donc je pense que tout ça, mis bout à bout, fait que ça crée quelques outils qui peuvent être aidants quelquefois. Oui, 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 et pareil, il y a des variabilités territoriales qui sont vraiment extrêmement importantes. Donc c'est vrai que finalement, ça suppose quand même que l'employeur aille un peu prendre son bâton de pèlerin pour aller toquer aux portes d'un certain nombre de structures et d'instances qui sont en capacité potentiellement de pouvoir en fait proposer des solutions, d'accompagner, etc. Pareil, je rajouterais éventuellement dans les deux acteurs qui me semblent aussi sollicitables facilement pour réfléchir avec l'employeur. C'est vraiment l'ANACT, hein, encore une fois, donc l'Agence nationale de l'analyse des conditions de travail, et surtout les ARACT, les agences régionales, hein, qui donc sont présentes sur toutes les régions françaises et qui sont souvent également porteuses d'outils, de démarches et qu'on peut solliciter pour venir soit être en support sur des diagnostics ou alors une réflexion sur la démarche de prévention en tant que telle ou sur l'analyse des risques, etc. Donc ça c'est le premier niveau. Et puis vous avez l'INRS aussi, hein, qui quand même aussi qui développe vraiment des outils de réflexion sur l'analyse des risques professionnels, en particulier sur les psychosociaux, et puis qui aussi forme un certain nombre d'agents de prévention. Euh, ou enfin, d'agents de prévention de risques professionnels, pardon, chercher le terme précis. Et donc, il peut aussi certifier un certain nombre de collaborateurs en interne pour qu'ils soient référents sur telle ou telle démarche, par exemple. Voilà, donc je rajouterai aussi ces deux-là, qui sont quand même des ressources pour monter en compétence sur cette question des risques psychosociaux. Je crois Euh, aussi que le problème des risques psychosociaux doit pas être le seul problème du manager, du directeur, mais il doit être partagé. Et c'est vrai que quand on a
la possibilité de mettre en place au sein de la structure un groupe PRAP ou PRAPS, Oui, c'est vrai que ça peut être aidant parce qu'il y a une prise de conscience de tout à chacun et le problème des RPS, de l'absentisme ou autre, il n'est pas le seul problème du manager, mais il est vraiment un problème partagé et je pense que ça, du coup, ça prend, il y a une prise de conscience et il y a un impact au sein de l'établissement qui n'est pas du tout le même. Et ouais. généralement, les difficultés sont appréhendées et sont mieux gérées par un collectif que par le seul manager. Voilà. Oui, 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 en effet. Et souvent, du coup, bah, les démarches de prévention qui fonctionnent bien sont des démarches qui s'appuient non pas sur on va dire l'équipe de direction, hein, et les managers, mais qui impliquent tout l'ensemble des collaborateurs. Hein, parce que bah, souvent, c'est une problématique extrêmement complexe et surtout, on a besoin de récupérer énormément d'informations dont aussi les acteurs de terrain bah, sont porteurs de tout un tas de visions, de choses qui se passent, etc. Et puis, tout le monde peut être porteur à un moment donné d'une clé par rapport à l'amélioration ben, de la santé au travail des salariés. Donc, en effet, c'est vraiment pour moi une démarche qui est par essence collective. Et alors, du coup, peut-être que ça me permettrait d'enchaîner et de rentrer sur la question de la prévention en tant que telle et la démarche de prévention, en rappelant quelques notions, quelques concepts de base. Et puis, on se gardera encore un temps après pour aborder ça d'un point de vue beaucoup plus concret. À moins qu'il y ait encore une autre remarque ou une autre question. Sinon, je vous propose qu'on avance. Eh bien, alors avançons un petit peu. L'idée étant que on puisse revenir un peu sur les principes de la prévention. Donc, pareil, je vais essayer d'esquisser quelques notions qui sont vraiment, pour moi, structurantes dans la compréhension du phénomène en tant que tel. Notamment, d'abord, comprendre qu'en fait, prévenir les risques psychosociaux, ça revient à se poser la question de comment est-ce qu'on analyse les tensions au travail. En fait, le point de départ quand même de cette démarche, c'est de dire que bah, tous les métiers comportent des risques qui sont spécifiques, tant physiques que psychologiques que sociaux. Hein. Il n'y a pas un métier sans risque. Enfin, peut-être rester chez soi, et encore, hein, je pense que même ça peut être dangereux, hein, le manque d'activité physique, hein, ça peut tuer tout autant. Donc finalement, chaque métier comporte des risques. Donc l'idée de la démarche, c'est pas de se dire, oh là là, il faudrait que l'employeur, il soit parfait et qu'il puisse garantir qu'on n'ait jamais de risque. C'est pas du tout le principe. Le principe, c'est de se poser la question de, par rapport à mon métier ou à mes métiers, dans les salariés que j'ai, quels sont les principaux risques qui sont spécifiques et qui reviennent très souvent. Ça revient à analyser souvent ben, des tensions qui sont particulières au métier. Hein. Donc du coup, en fait, finalement, le travail, c'est une source permanente de tension. On, L'ANACT en particulier propose cette modélisation-là et elle identifie 4 principales sources de tension. Donc après, vous pouvez développer, aller vraiment chercher des choses. Hein. Là, l'idée, c'est que ça tienne en 1h30, hein, parce que je fais des formations de 3 jours, on n'a pas le temps d'en parler complètement. Hein. Donc, du coup, c'est pour vous dire que c'est un sujet qui est très dense. Hein. Dans les familles principales, enfin, dans les principales tensions qu'on repère, on a évidemment tout ce qui va être lié aux contraintes de travail, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va être de l'ordre de l'exigence du métier, qui va venir impacter l'activité de travail. Vous avez également les valeurs et les exigences de travail. Hein, donc tout ce qui va toucher finalement au sens que moi je mets dans le fait de faire ce que je fais. Et puis bah, toute la question de la relation et des comportements au travail. Donc là, on est vraiment sur bah, la dynamique du collectif et des relations qui se passent. Et les relations en tant que telles peuvent venir vraiment fortement impacter le travail. Enfin, l'ANACT repère une famille de tensions qui est issue, à proprement parler, des changements. En tant que tel, bah forcément, le travail se modifie, évolue avec le temps, et ça aussi, ça peut être une source de tension. Toutes ces sources de tension sont à repérer parce qu'elles font partie de la vie des organisations. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut éliminer les sources de tension. C'est impossible. C'est dès qu'on travaille, on va mettre en fait en contradiction des éléments particuliers du travail. Et donc, il va se créer une forme de tension. L'enjeu pour l'employeur, c'est de trouver des compromis qui sont les moins délétères, les moins impactants sur la santé du collaborateur. Et finalement, au niveau législatif, pour le législateur, pardon, ce qui est attendu, c'est que l'employeur se pose cette question, d'essayer d'analyser son travail, ce qu'il demande de faire à ses collaborateurs, et d'essayer de proposer ben, des réponses pour diminuer le risque.
Il s'agit pas de le réduire. Enfin, il s'agit de le réduire, mais pas de l'éliminer complètement. C'est impossible. Hein, c'est pas ce qu'on demande. Par contre, c'est de montrer la volonté de l'employeur d'essayer d'accompagner quand les risques sont repérés pour trouver des solutions et les réduire au maximum. Et ça se fait, hein, tout à fait. Quand on le pose comme ça, c'est tout à fait raisonnable. Donc, on est vraiment sur la question du compromis. Concrètement, comment on fait? Il s'agit de trouver l'équilibre entre des facteurs de risque et des facteurs de protection. Vous avez d'un côté des facteurs de risque professionnels. Hein. Alors la surcharge de travail, des difficultés de reconnaissance, le sentiment d'inutilité, le manque de sens, vous en avez vraiment toute une série. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler des facteurs de risque. C'est-à-dire, c'est des modalités d'organisation du travail qui vont être favorables à ce que les salariés aient des impacts sur la santé. À l'inverse, vous avez tout un tas de facteurs de protection. Hein, donc comme par exemple la qualité du collectif et la qualité de l'ambiance de travail, le soutien de managérial, la confiance et l'autonomie que l'on donne aux collaborateurs, le sens que l'on met dans le travail et la direction qu'on est capable de donner pour inspirer les collaborateurs. Tout ça, ça constitue des facteurs qui vont être plutôt favorables à la bonne santé du collaborateur au travail. L'idée, c'est de trouver des situations de régulation, autrement dit d'équilibre, entre d'un côté des facteurs de risque qui de toute façon sont inévitables. Hein. Encore une fois, je vous dis, c'est impossible. Un métier sans aucun risque, ça n'existe pas. Mais j'ai souvent envie de dire quand je fais de la prévention, vivre, c'est un peu dangereux en fait. Hein, de toute façon. Donc il faut accepter un minimum de risques. Hein, par contre, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer avec des facteurs de protection. Et souvent, la vraie intervention pour moi, risque psychosocial qui prend du sens, c'est quand on a repéré une situation où là, d'un coup, on a une dégradation très rapide entre facteurs de protection et facteurs de risque. Et on a beaucoup de collaborateurs qui expriment de l'insatisfaction, de l'inconfort, de la souffrance professionnelle. Et là, en effet, souvent, on a des gros warnings autour il y a eu un déséquilibre dans la structure à un moment donné de toute façon, et comment est-ce qu'on va mettre en place une nouvelle dynamique de rééquilibre entre risque et protection. Donc du coup, quand on parle de facteurs de risque, on a quand même eu pareil des gens qui ont essayé d'analyser ces fameux facteurs de risque. Donc pareil, à mon ami l'ANACT, parce que c'est vraiment eux qui sont encore une fois porteurs d'une grosse partie conceptuelle de cette démarche sur les risques psychosociaux. Hein. Donc on identifié 6 familles de facteurs de risque. Je vous les représente très rapidement. Vous pouvez les retrouver de manière détaillée dans beaucoup de ressources. Je vous les listerai à la fin de l'intervention. Première famille, mais je vais pas trop les détailler, hein, mais je vous laisserai un peu les lire parce que sinon là on est foutu. Après je suis parti pour 3 heures. Première famille de risque, ça va être tout ce qui va toucher l'intensité et la durée du travail, d'une part, donc notamment toute la question de charge du travail. Vous avez également tout ce qui va toucher la question des rapports sociaux et des relations au travail. Hein. Alors là, du coup, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont été détaillées, mais notamment tout ce qui va être la relation avec la hiérarchie, avec les collègues, mais également les relations, avec l'extérieur, les usagers, le public. Les clients éventuellement, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments par rapport à ces fameux rapports sociaux. Il y a aussi toute la question la qualité du dialogue social avec les représentants du personnel. Vous avez également toute la question de l'autonomie, la marge de manœuvre du collaborateur, sachant que l'autonomie, c'est quand même un des principaux facteurs de protection qui vont favoriser la bonne santé des collaborateurs. Hein. Donc souvent, un des éléments où on voit qu'on peut gagner de la marge de manœuvre relativement facilement, c'est laisser l'autonomie aux collaborateurs. Ce qui est toute une démarche et tout un questionnement suivant les organisations de travail où on intervient. Mais notamment la capacité à pouvoir gérer des rythmes, la capacité à pouvoir gérer sa tâche dans l'ordre et dans le sens que l'on l'entend. Toute la capacité aussi de pouvoir mettre à jour ses compétences, de pouvoir avoir un travail qui est stimulant, non répétitif, peu monotone, etc., etc. Alors évidemment, tout ça est à mettre en nuance et en variabilité en fonction du milieu professionnel et de ce qu'on demande. Il ne s'agit pas de dire si un protocole médical à respecter, non, vas-y, t'es autonome, fais comme tu veux. Hein, on est bien là dans le cœur de métier, donc on respecte bien les protocoles médicaux. Enfin, vous voyez, par exemple, donc il ne s'agit pas de dire aux salariés, c'est la fête, fais comme tu veux. C'est pas ça, mais c'est dans le cadre
qui respecte le cœur de métier, il y a un certain nombre quand même de tâches où le collaborateur peut se positionner en autonomie. C'est comment est-ce qu'on peut regagner ces marges de manœuvre-là. Autre famille de risques, ça va être tout ce qui va être de l'ordre des exigences émotionnelles, c'est-à-dire le coût psychique du travail, hein, c'est-à-dire que être en situation de travail quand on est face à des gens en souffrance, en difficulté, où ça nécessite de devoir contrôler ses émotions, ou alors on doit gérer, par exemple, la peur dans son environnement de travail, et bien tout ça, ça a un coût psychique et ça peut tout à fait être une famille de facteurs qui peuvent impacter sur la santé des collaborateurs. Autre famille repérée par la NAC, donc vous avez tout ce qui va toucher au conflit de valeurs, notamment tout ce qui va être conflit éthique, hein, et dans les métiers du social, par exemple, c'est vraiment des enjeux qui reviennent quand même extrêmement souvent. Ce qu'on va aussi appeler la qualité empêchée, c'est-à-dire de ne pas donner les moyens suffisants nécessaires pour faire correctement son travail, qui va souvent impacter de manière très forte les professionnels, notamment quand ils sont engagés. Ou alors le travail inutile ou qui n'a aucun sens, hein. Vous savez, on parle souvent des bullshit jobs, par exemple, hein, des métiers qui vraiment on a l'impression ne servent à rien. Donc là, tout ça, c'est à ramener dans la famille conflit de valeurs. Et puis vous avez une dernière famille sur les insécurités socio-économiques, notamment la pérennité, la sécurité de l'emploi, mais aussi ce qu'on appelle la soutenabilité du travail, c'est-à-dire la capacité à pouvoir poursuivre ce travail jusqu'à la retraite. Et puis toute la question finalement des changements, hein, voilà. Donc là, ça, c'est les principales familles de facteurs de risque repérés par l'ANACT. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, faire une démarche de prévention, ça revient à analyser les risques professionnels au regard de ces 6 familles de risques. L'idée pour l'employeur et la direction et l'ensemble des collaborateurs dans l'idéal, c'est de pouvoir se positionner en fonction des métiers dans ces échelles de famille de risques. Hein, c'est-à-dire que du coup, est-ce que dans les métiers, ça touche plutôt telle famille que telle autre? Est-ce que ça touche plutôt dans une famille précise telle dimension, ou est-ce que finalement c'est l'ensemble de la dimension qui est vraiment touchée? Pourquoi on réfléchit comme ça? Parce que quand on identifie des facteurs de risque, on a accès à des leviers structurels. C'est-à-dire que d'un coup, on sait que dans ce métier-là, on a souvent des risques qui reviennent régulièrement chez les collaborateurs. Alors, dans les risques physiques, on sait par exemple au niveau des personnes qui travaillent dans le bâtiment que souvent, autour de 50 ans, ils commencent à avoir des problèmes de dos hyper importants qui vont potentiellement nécessiter une inaptitude professionnelle. Donc, en fait, en prévention, du coup, un levier structurel, ça va être de former tout au long de la vie professionnelle de l'ouvrier en bâtiment sur prendre soin de son dos, faire les bons gestes, faire attention, repérer les douleurs, etc. Et ça va souvent retarder de plusieurs années les pathologies lombaires que l'on peut repérer. Eh bien, si je garde cette métaphore-là, c'est exactement la même chose par rapport aux risques psychosociaux. Je prends un métier très dur sur des dimensions relationnelles, guichetier à la poste. Hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi je fais référence, mais on sait que c'est un des métiers qui, dans les métiers de l'accueil, qui sont dans les plus durs, parce que notamment avant la réforme de la Poste, qui a quand même beaucoup retravaillé sur l'accueil et la dynamique de ces bureaux de poste, et bien très souvent avant, les gens qui étaient au guichet développaient des pathologies professionnelles de manière régulière, et on voit qu'en fait c'est beaucoup lié aux exigences émotionnelles qui sont vraiment extrêmement importantes et sur les rapports sociaux et les relations de travail. Donc, c'est les 2 principaux risques de ce métier de faire le guichet à la poste. Et bien, du coup, une fois qu'on a repéré ces familles de risques, on peut mettre des actions structurelles, c'est-à-dire qui vont toucher l'ensemble des collaborateurs. Hein, et donc, par exemple, il y a eu des modifications réglementaires, c'est-à-dire maintenant, dès qu'il y a un problème au niveau d'un guichet de la poste, systématiquement, la direction poursuit la personne qui a agressé et dépose plainte. Ça, c'est une décision réglementaire. Donc ça, c'est un levier structurel. C'est tous les bureaux de poste maintenant font ça. On forme les collaborateurs à la gestion des relations difficiles. On leur permet d'avoir une ligne téléphonique si jamais ils ont un trop-plein et on leur explique qu'ils ont des leviers d'alerte. Et ça, c'est des politiques qui ont été nationales. Ça, c'est l'identification des familles de facteurs de risque qui permettent d'avoir des réponses métier par métier qui sont très adaptées, qui vont toucher toute la structure. Donc, c'est ça l'impact structurel. Donc, la démarche de prévention,
c'est vraiment passer de je repère que quelqu'un va pas bien, je le prends en charge, on fait ce qu'on peut, et puis on prend notre vie. Là, on n'est pas dans une démarche de prévention, on est dans une démarche de prise en charge. L'idée, c'est vraiment, en plus de faire de la prise en charge, d'essayer de travailler sur le repérage en amont de ces risques et sur la prévention, c'est-à-dire essayer d'agir sur le retard de l'apparition du risque. Et ça se fait par des décisions aussi structurelles et pas seulement par de la prise en charge au long cours, enfin, pardon, pas au long cours, au coup par coup plutôt, d'un collaborateur qui tombe malade. Et qui par exemple, fait un arrêt maladie long ou un burn-out. Alors, moi, il y a des structures où j'interviens où sur le même poste, il y a 4 personnes qui ont fait un burn-out. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de poste. Il faut passer à une logique structurelle. Oui, mais pour autant, Hein. si je peux me permettre, nous ne sommes pas normalement en devoir de savoir la raison de l'arrêt. Tout à fait. Mais par contre, vous pouvez avoir un retour de la médecine du travail et de ces acteurs de la prévention qu'on a légèrement cités, qui vont vous aider à réfléchir à la question du facteur de risque. Et puis, il y a des situations où c'est plus compliqué pour identifier parce que bah on n'a pas d'éléments d'info. Quand vous avez par contre il y a beaucoup de collaborateurs, si des fois quand même ils nomment, hein, il y en a, vous n'avez pas à savoir, mais il y a des collaborateurs qui en parlent. Donc on peut toujours demander. Après, le salarié, il peut se positionner en disant je vous réponds pas. Ça, c'est son droit. On a le droit de demander. Et puis, pareil, au niveau de la médecine du travail, on peut demander non pas la pathologie, la conséquence, mais la cause. Qu'est-ce qu'il a identifié, lui, comme élément qui revient, qui serait déclencheur? Ça aussi, il peut communiquer là-dessus. Donc, au final, on peut quand même arriver à retirer de l'information. De la même manière, on peut demander aux collaborateurs valides si on a l'impression qu'on a un risque enfin, un problème de risque psychosocial, bah de participer à un diagnostic collectif pour essayer d'identifier en quoi le travail, il est dur, sur quel aspect, etc. Donc c'est pour ça que c'est une réflexion collective, en effet. Je suis d'accord avec vous que après, quand on a une personne dans l'arrêt de travail, bah, on n'a pas le droit de le cuisiner sur qu'est-ce qui se passe. Par contre, à son retour de travail, eh bien, il a peut-être lui aussi des choses à dire sur qu'est-ce qu'il aurait besoin pour que ça aille mieux dans son situation de travail sans forcément avoir accès à la pathologie. Hein, c'est-à-dire, du coup, on a un collaborateur, il est malade, et ben il est malade. Quand il revient, il dit, bah écoute, j'étais malade à cause du travail. Ah bon, bah qu'est-ce que tu as vécu qui est déclencheur? Voilà, sans forcément rentrer dans la pathologie. Hein, le secret médical, ça protège la pathologie. On n'a pas à savoir de quoi souffre le salarié. Ça n'empêche pas qu'on puisse pas réfléchir. On peut réfléchir à qu'est-ce qui cause le déclencheur. Non, mais je disais pas Euh, ça dans le sens où on n'était pas en alerte, hein, on a tout intérêt à l'être, mais c'est pas évident d'aller sur ce sujet-là. Enfin, pour ma part, en tout cas, les autres, je sais pas, mais pour ma part, ça reste compliqué. Et d'une, pour un problème de temps, pour commencer, oui, certainement, pour ma part, un problème de formation, parce que c'est pas forcément sur le terrain sur lequel je suis pas à l'aise. Et après, une fois qu'ils ont déposé ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? eh bien, c'est là où c'est vraiment l'idée de passer sur une démarche de prévention. C'est-à-dire qu'en effet, si on reste sur la situation individuelle, on peut difficilement dépasser cette situation. Et c'est l'idée justement de passer par cette réflexion plus globale et plus collective qui permet souvent de récupérer de la marge de manœuvre. Alors, ça nécessite quand même qu'on soit au clair sur qu'est-ce que c'est la prévention. Donc, je voulais vous présenter quand même un peu cette notion. En fait, du coup, vous avez 3 niveaux de prévention. Donc, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, c'est des évidences. Hein. Donc, j'essaie de faire vite, mais je ne sais pas. Donc, vous avez 3 niveaux de prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Souvent, on part plutôt de la prévention tertiaire, c'est-à-dire on repère des situations où on a des collaborateurs qui ont eu un dommage et on va faire des actions dites de réparation ou de prise en charge. Donc, on va vraiment agir sur les dommages. Sauf que bah là, du coup, on est vraiment dans, bah, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, on va essayer de le réparer et faire en sorte qu'il aille pas trop mal et puis qu'il reprenne le travail. Mais si on n'a pas réglé les éléments qui causent la difficulté, ben souvent on va retrouver un autre collaborateur qui va se retrouver exactement en difficulté. Comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment, moi j'ai vu des posts sur lesquels bah, on a exactement les personnes qui expriment exactement les mêmes difficultés, les mêmes troubles et qui, au bout de à peu près la même durée, souvent, moi, j'ai eu des postes où ça fait tous les 6 mois, on a quelqu'un qui tombe en arrêt maladie long
par rapport à un poste. Il y a un problème de poste. Donc la prévention tertiaire, je répare la personne, ne va pas suffire. Il faut également que je réfléchisse à plus globalement. C'est là où vous avez également la prévention secondaire et primaire. La prévention secondaire, on est plutôt dans la protection de salariés qui sont déjà en situation de risque. Il s'agit d'essayer des salariés à mieux gérer le risque et à s'adapter le plus possible. La prévention primaire, on va être vraiment sur j'identifie les situations de travail à risque en amont et j'essaie de limiter ou de réduire au maximum les facteurs de risque en amont. Hein, et ce qui va faire que du coup, j'aurai de moins en moins de collaborateurs qui vont exprimer un trouble à la fin, puisque j'ai réduit en amont les éléments de risque. Concrètement, si je traduis ça d'un point de vue plus opérationnel pour vous, si je reprends alors sachant que les stratégies de prévention, hein, d'abord, c'est des stratégies qui concernent la question de la santé publique sur tout un tas de pathologies de santé. Hein. Là, le Covid, on est en plein, par exemple, sur des questions de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, on est vraiment sur ces enjeux-là. C'est exactement les mêmes concepts. Hein. Donc, du coup, prévention primaire, pour vous aider à réfléchir d'un point de vue général, ce serait les questions de vaccination. Quand je vaccine, et du coup, finalement, je tombe pas malade, donc j'ai pas de risque d'exprimer. Enfin, du coup, je n'exprime pas le risque puisque je tombe pas malade. Hein. Au niveau du travail, ça peut être la création d'un observatoire pour essayer de mieux repérer tel ou tel phénomène. Ça peut être des définitions d'indicateurs d'alerte et de suivi. On peut aussi avoir des évolutions dans le règlement intérieur. Tout ça, ce sont des actions en amont du risque. On a des actions secondaires, donc prévention en secondaire. Donc, par exemple, on a les stratégies de dépistage pour le VIH. Quand on a une relation sexuelle à risque, on fait un dépistage après coup pour vérifier que le risque qu'on a pris ne s'est pas transformé en trouble, c'est-à-dire attraper une IST. Donc, du coup, c'est exactement la même réflexion dans le monde du travail. Hein. L'idée, c'est peut-être de former les salariés à la gestion du stress ou à la gestion des postures ou des choses comme ça. On peut faire du coaching, de l'accompagnement de managers, par exemple. On peut aussi faire de la sensibilisation et de l'information aux salariés sur tel ou tel type de risque. Tout ça, ce sont des actions qui vont accompagner le collaborateur euh, dans son quotidien, qui fait que quand il rencontre le risque, il réagit mieux et il a moins de conséquences. Enfin, on a des actions vraiment curatives de la prévention tertiaire, qui là, dans l'exemple général dans la population, par exemple, prendre la politique d'échange de seringues, donc ce qu'on appelle la réduction des risques, qui a été un dispositif de santé publique qui a été mis en place pour accompagner les toxicomanes pour qu'ils évitent de cumuler, en plus du risque lié à l'addiction à l'injection, des risques liés à la contamination croisée sur des IST, par exemple. Bon, eh bien, donc l'idée, ça a été de dire, on accompagne la personne qui est vraiment en situation là, de trouble important pour réduire au maximum le trouble. Bon, concrètement, du coup, au niveau du travail, ça va être des cellules d'écoute, des protocoles de retour à l'emploi, des mi-temps thérapeutiques, toute une démarche d'accompagnement sur le site professionnel pour adapter le poste. Enfin, voilà, toutes ces choses-là vont souvent avoir des actions plutôt curatives. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la démarche en tant que telle de prévention, sur le principe. Après, on va rentrer un peu mieux dans le détail de concrètement comment vous pouvez la mettre en œuvre. Des remarques, des réactions sur cette dimension de principe un petit peu de ce qu'on demande à faire pour l'employeur? L'idée étant de faire trois coupures où on peut interagir un petit peu. Moi, juste une question. Est-ce qu'on a déjà pu mesurer l'impact de cette période Covid sur les équipes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens, qui pourrait, pas éclairer, mais en tout cas, nous faire comprendre, parce qu'on a parlé plein de choses, hein. Ouais, elles sont en cours. Il y a des choses qui sont publiées assez régulièrement, évidemment. Alors du coup, on est en plein dedans. Voilà, on a des impacts, on a des études sur l'impact du télétravail, on a des impacts sur l'impact de la comment dire, du glissement de charge de travail. C'est-à-dire que du coup, vous avez beaucoup de collaborateurs qui, pour adapter le travail, doivent faire des choses qui n'étaient pas prévues normalement dans leur situation normale de travail et qui du coup se retrouvent avec une explosion de la charge de travail, souvent très invisibilisée. Donc voilà, mais on n'a rien encore d'hyper structuré parce que finalement, on a un an de recul et la recherche, ça prend un peu plus de temps que ça.
Donc ça fait que un an, enfin que ou déjà, enfin ça dépend comment vous voyez les choses. Non, c'est pas encore. Il n'y a pas de grandes choses. Il y a plein de petits articles. Donc c'est vrai que là voilà. Donc ça fait un petit moment que je vais pas checker sur des méta-analyses ou des choses comme ça sur ce qui ressort. Mais je pense que c'est en cours. Donc d'ici quelques mois, je pense qu'on aura vraiment des choses plus intéressantes. Si je peux Mais me voilà. Mais permettre, dans la oui, revue Entreprise et Santé numéro 54 du oui, deuxième trimestre 2021, il y a un article sur les difficultés psychologiques et mentales, une réalité sur le Covid-19. Et il y a une oui. enquête qui a été menée sur Covid-Prev. Oui, Et du tout à coup, fait. Alors, il y a vous avez quelques données, Covipref, par quelques exemple. données qui ont été émises. Oui. Alors, après, sur Covipref, la question du travail est pas étudiée en tant que telle. C'est souvent l'impact sur l'ensemble des citoyens, dont notamment la question du travail. Vous avez également des aspects sur la nutrition, sur le moral, etc. Donc oui, c'est des premiers éléments de réflexion. Et là, ça a été des enquêtes qui ont été faites au long cours. Donc voilà, donc vous avez comme ça des études. Donc c'est des premiers éléments de réflexion. Mais c'est vrai que spécifiquement sur l'impact au travail, moi, j'ai rien vu encore vraiment de solide. Mais je pense que ça va venir. Voilà. Mais après, et puis je connais pas tout, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais peut-être qu'il y a des choses. Donc, alors déjà, Covipref par exemple, et vous pouvez aller sur le site de Santé publique France, vous donnera déjà pas mal d'éléments de réflexion par rapport à ça. Et alors du coup, bah, je vous propose dans ce cas-là d'enchaîner sur concrètement comment mettre en œuvre un peu plus la démarche, hein, parce que bah, souvent là où on va souvent se retrouver un peu en difficulté. Alors, vous voyez déjà que vous avez quand même de l'aide en interne qui est disponible et vous avez des ressources. Je veux juste rappeler un peu les grands principes un petit peu par rapport à la question des risques psychosociaux. Hein, donc, alors, on considère finalement que le risque psychosocial, c'est un risque professionnel à part entière comme les autres. Donc, finalement, d'un point de vue méthodologique et de cadre général de la prise en compte des risques, finalement, il n'y a pas de raison d'en faire une différenciation particulière. C'est un risque parmi d'autres à évaluer. L'idée, quand même, c'est de construire une démarche au plus possible pluridisciplinaire. Hein, parce que c'est vraiment des risques qui sont extrêmement complexes, donc il n'y aurait pas que le médical qui se rend compte, il n'y aurait pas que le psy qui se rend compte. Moi, je vois souvent, par exemple, un des partenaires qu'on oublie très souvent en entreprise, enfin dans les employeurs et qui pourtant débloque énormément de situations au niveau prévention tertiaire, c'est l'assistante sociale. Hein, qui est quand même là, pour le coup, un vrai facilitateur d'action au niveau individuel et aussi un vrai outil qui permet de remonter un peu le vécu des collaborateurs et qui articule très bien entre la vie privée et la vie professionnelle et qui a un autre angle que le médical parce que souvent le médecin va être beaucoup sur le corps. Donc quand il y a un problème de divorce, ça n'apparaît pas. La question des aidants familiaux, beaucoup de professionnels de santé ne l'interrogent pas. Alors attention, hein, je dis pas que c'est jamais questionné, hein. Je dis en moyenne, en général, le médecin du travail, il s'occupe de la santé du salarié. Et donc, c'est des aspects qu'il n'a pas le temps d'évaluer. Hein. Donc, à moins que le salarié l'exprime spontanément, c'est pas forcément quelque chose qui va questionner. Or, l'assistance sociale va faire aussi un bilan social et c'est très pertinent. Donc c'est un acteur aussi qui est extrêmement intéressant. Donc si vous avez un médecin, un psy, un assistant social, là vous êtes au taquet hein, en termes de prise en charge pluridisciplinaire. Autre principe, finalement il s'agit d'intégrer à la fois des approches très individuelles, hein, donc la prise en charge des personnes en difficulté, mais également des approches très collectives, c'est-à-dire une réflexion globale sur comment on travaille ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir autrement. Et puis un autre principe, finalement, ça va être la question de l'évaluation des risques. L'idée étant quand même de réaliser un diagnostic, si possible, et quantitatif et qualitatif. On va parler un peu de ça. Moi, je voulais juste vous parler à la question de la démarche globale de prévention. C'est-à-dire que très souvent, moi je vois sur le terrain des situations où en fait on se centre seulement sur un des aspects, soit sur l'individu. On s'occupe de la personne qui a un problème, qui est malade, qui est difficile à gérer. On parle des personnalités difficiles ou de choses comme ça. Et donc, en fait, on ne prend pas en compte le contexte organisationnel ou le contexte managérial dans lequel la personne se trouve. Et donc, en fait, on souvent répond qu'à un aspect du problème. D'autres fois, on est très centré sur la question du management. Et on met tout sur le dos des managers qui se retrouvent avec une sacrée pression, hein, parce qu'ils ont, dans ce travail d'articulation entre la direction et les salariés, souvent ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Donc, moi, j'ai beaucoup de managers qui sont eux-mêmes en risque psychosocial fort.
parce qu'ils se retrouvent dans des injonctions parfois paradoxales, où ils doivent à la fois prendre soin des salariés tout en leur obligeant à faire le travail qu'on est obligé de faire. Enfin, vous voyez, donc, ça dégrade énormément les situations. Et de se centrer sur le management, ce serait une erreur également parce qu'on rate une partie de la problématique. Enfin, certains se centrent uniquement sur la question des conditions de travail avec la question structurelle. Mais pareil, si on n'a pas la culture professionnelle qui va avec, on n'a pas des individus qui sont bien accompagnés sur le terrain, et ben en fait, on est un peu à côté de la démarche. Donc l'idée, c'est d'arriver à articuler ces trois niveaux pour vraiment qu'on ait une démarche de prévention qui soit extrêmement efficace. Traitement. Bon, on va passer ça parce que sinon c'est un peu long. Vous aurez l'occasion, mais voilà. Donc j'avance un peu parce que je voulais surtout vous présenter un petit peu la démarche d'un point de vue méthodologique. Donc pareil, hein, là je me fais le relais des préconisations de l'ANACT et de l'INRS dans les démarches un petit peu de prévention si vous voulez mettre en place quelque chose. Notamment, bah, finalement, la question de l'étape 1, hein, le lancement vraiment du démarche de prévention en tant que tel, notamment avec la constitution d'un comité de pilotage qu'on va souvent appeler de son petit nom le COPIL, hein, donc qui inclut des représentants de différents endroits de l'organisation de travail. Donc on ne va pas seulement avoir la direction, on va aussi avoir des salariés, des corps de métier, des représentants syndicaux, évidemment, des cadres et des membres de la direction. Mais on veut un comité de pilotage avec plusieurs personnes qui sont impliquées dans la démarche. Pourquoi c'est important de travailler en collectif? Très souvent, j'ai vu des référents RPS. C'est des personnes uniques. Donc, très souvent, ils portent tout seuls leur croix et tout le monde les laisse un peu dans leur coin et il y a des endroits où on les calcule pas. Ou alors, eh ben, quand ils s'en vont, il faut tout recommencer. L'idée, c'est donc de monter en compétence d'un point de vue collectif, donc avec un comité de pilotage. Donc vraiment, moi, c'est un des premiers éléments vraiment méthodologiques hyper importants. Ne vous lancez pas dans une démarche RPS où il y a une ou deux personnes qui portent la démarche. Ce n'est pas assez. Ça, c'est une démarche en continu sur des années. C'est le principe. Donc en fait, il faut faire monter une culture et vous devez avoir plusieurs porte-paroles de cette démarche en interne et pas une seule, parce que souvent après, elle prêche dans le désert. Après, souvent, on a une étape d'état des lieux et de définition des besoins. Bah, finalement, un peu l'état des lieux, c'est vraiment l'évaluation a priori, hein, comment on perçoit les choses, avant de passer à l'étape 3 qui va vraiment être un diagnostic plus approfondi. Hein. Donc là, si c'est possible de faire à la fois des questionnaires et des entretiens, bah, là, c'est idéal. Sachant que ces éléments de l'étape 2 et de l'étape 3, hein, l'état des lieux, le diagnostic, vont vous permettre souvent de repérer bah, des risques précis et donc des actions potentielles que vous pourriez mettre en place qui va donner lieu à un plan d'action. L'idée après, bah, c'est à l'étape 5 de mettre en œuvre le plan d'action, notamment de hiérarchiser les priorités. Hein. On ne demande jamais à un employeur de travailler tous les risques en même temps. On demande à un employeur d'avoir une stratégie de gestion des risques, c'est-à-dire de travailler sur les risques les plus imminents, les plus graves ou les plus fréquents dans la structure. Donc chaque structure peut définir sa stratégie de prévention en disant nous on préfère d'abord travailler sur la gestion du stress ou d'abord sur la gestion des violences ou d'abord sur les compétences managériales ou tout un tas de choses. Donc l'employeur est libre de faire comme il veut et jamais on demande de travailler tous les risques en même temps, hein, parce que c'est impossible en fait. C'est trop large et souvent en travaillant un risque on va en travailler d'autres parce que tout est lié, hein, donc on est sur une problématique globale. Enfin, l'étape 6, et c'est un élément souvent important et où beaucoup de structures sont en difficulté, c'est qu'une fois qu'on a mis un plan d'action en place, on l'a mis en œuvre, et ben l'idée c'est de regarder qu'est-ce que ça a donné et comment on améliore pour recommencer la boucle. Et donc en fait c'est une boucle continue comme ça. Donc ça c'est un peu le cadre méthodologique d'intervention. Donc, si vous voulez, on y reviendra dans le temps des questions. Sachant que là, je voulais aborder maintenant un peu des éléments plus précis de comment concrètement vous pouvez faire vous à votre niveau. D'abord, un élément extrêmement important, c'est de définir des indicateurs de risque. Moi, je parle souvent de thermomètre. Vous devez avoir des thermomètres qui vous permettent de repérer si là ça va ou là ça va pas. Est-ce qu'on est dans le vert ou est-ce qu'on est dans le rouge? Très souvent, les principaux indicateurs que je vois, ce sont donc du coup le taux d'absentéisme et le taux d'accident de maladie, enfin d'accident et d'arrêt de travail. Ce qui sont des indicateurs intéressants, mais souvent insuffisants.
Je donnerai un seul exemple. J'ai formé il n'y a pas très longtemps une entreprise sur la question du harcèlement. Hein, donc c'est une entreprise avec un contexte managérial compliqué, avec une pression sur les chiffres forte et avec finalement un accompagnement managérial très pauvre. Donc les managers se retrouvent souvent dans des situations où ils poussent les salariés tant qu'ils peuvent parce qu'eux-mêmes ont une pression importante. Ce qui conduit à des dérives, notamment la question de harcèlement moral potentiellement. Et en fait, du coup, on a une équipe RH qui travaille les situations de harcèlement les unes après les autres et qui n'a pas de vision d'ensemble et de recul. Donc, on travaille sur la question. Ils disent il y en a beaucoup, mais beaucoup, c'est-à-dire, ils savent pas vraiment. Ils peuvent pas me dire sur l'année. Ils peuvent pas me dire est-ce que c'est plutôt depuis 6 mois, puis 2 mois, ça se répartit comment sur l'année. Est-ce que ça vient un endroit de l'organisation ou est-ce que c'est général. Est-ce qu'on est plutôt sur la production ou les fonctions support. Enfin, on n'a pas d'informations. Ils n'ont pas d'éléments déclencheurs. Est-ce qu'on ça porte plus sur des hommes qui harcèlent des femmes ou l'inverse? Ou est-ce que c'est entre des collègues, entre des managers? En fait, du coup, donc sur le phénomène qu'ils ont repéré, ils ont bien vu qu'il y avait souvent des situations de harcèlement qui revenaient. Ils n'ont pas vraiment de thermomètre qui leur permet de pouvoir mieux décrire ce qu'ils vivent. Ils ne mettent pas en commun et ils n'ont pas de vision, de perspective, de recul. C'est typiquement ça la notion d'indicateur de risque. On crée des outils qui nous permettent de rendre visible ce qu'on vit euh, et qui permettent de prendre du recul plutôt que d'être centré sur la situation urgente qu'on gère et après on revient comme avant jusqu'à la prochaine. Et là, on ne permet pas souvent de construire une connaissance, alors que l'idée, c'est quand on définit les indicateurs de risque, qu'on arrive à construire, et euh, on arrive à mieux voir finalement ce qu'il se passe dans l'organisation. Et ce sont des outils à construire et à adapter en fonction de vous, votre environnement de travail. Donc chaque lieu est tout à fait susceptible de pouvoir construire ses indicateurs à lui. Donc ça, c'est un premier élément qui me semble important dans la démarche et c'est souvent hyper intéressant d'un point de vue collectif. Quand on travaille ça collectivement, hein, c'est vraiment tout le monde peut être impliqué dans cette réflexion et ça crée des dynamiques au niveau des équipes qui sont vraiment intéressantes. On a deux types d'approches. Je voulais juste vous les présenter rapidement. Ce qu'on appelle l'alter-évaluation, c'est-à-dire le recueil de données et le regard par des personnes qui ne sont pas directement impliquées. Typiquement, les ressources humaines, la direction, des managers d'autres équipes qui peuvent porter un regard sur comment ils perçoivent tel ou tel type d'activité. Ça, c'est un outil d'évaluation très intéressant. Et vous avez tous les outils d'auto-évaluation où on demande aux gens d'évaluer leur situation de travail. Je rentre un peu dans le détail de ces outils d'évaluation du coup. Je voulais vous proposer quelques-uns. D'abord, on peut tout simplement utiliser une échelle visuelle analogique qu'on appelle un EVA, c'est-à-dire de demander à des salariés de se positionner sur une échelle. Alors là, par exemple, je vous présente une échelle de stress, mais vous pourriez avoir aussi des éléments d'évaluation sur d'autres aspects. Ça permet souvent de cartographier, de dépister un certain nombre de ressentis. Hein, des professionnels. Alors évidemment, on est sur une photographie à un moment donné qu'il faut réinterroger de manière souvent, mais quand on garde des échelles d'une sollicitation à un autre, par exemple, pourquoi pas tous les ans faire un diagnostic partagé ou une évaluation par les collaborateurs d'un certain nombre de points, ça va vous créer quand même un certain nombre d'indicateurs. Et souvent, oui, au niveau individuel, c'est peu parlant, au niveau collectif, sur son salarié, on peut voir que, tiens, là, au niveau du secrétariat, de la comptabilité, pardon, on voit que là, c'est dans le rouge, tout le monde n'est pas bien. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelqu'un, il en arrêt maladie depuis 6 mois et que le reste de l'équipe est en surcharge de travail. Ça permet de faire ressortir souvent des choses. Donc ça, c'est un vrai outil qui est validé scientifiquement et qui permet, encore une fois, au niveau juridique aussi, de montrer que l'employeur, il essaye de mettre en place des outils de prévention. Donc c'est tout simplement une échelle d'évaluation, ça marche très bien. Après, je vous présente deux questionnaires qui me semblent très classiques, qui sont une base et qui sont vraiment extrêmement pertinents dans l'évaluation des risques professionnels. Notamment, vous avez le JCQ, le Job Content Questionnaire, qui est basé sur le modèle du stress d'un médecin qui s'appelle Karasek, qui souvent présente un modèle qui permet quand même d'évaluer des zones de travail dangereuses et des zones de travail plutôt saines. Et donc, du coup, c'est un grand classique dans l'évaluation des outils, dans l'évaluation du stress. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire passer ce questionnaire au niveau individuel. Hein. Vous en trouvez des versions
le site de l'INRS notamment, qui sont tout à fait adaptés, mais c'est intéressant de pouvoir faire passer sur un service où vous sentez que c'est rouge. L'idée étant dans ce genre d'outil, hein, après, de pouvoir en reparler avec les gens. Hein. C'est pas de mettre les gens, d'avoir les résultats et dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est une base de départ pour pouvoir aborder le sujet. Un autre questionnaire qui est aussi souvent très utilisé et qui est très intéressant pour faire un diagnostic quantitatif, hein, l'idée c'est de faire passer quand même des questionnaires à un ensemble de personnes, c'est ce qu'on appelle l'ERI, l'Effort Reward Imbalance, basé sur un modèle d'un chercheur qui s'appelle Sigrist, et qui lui a plutôt une visée à essayer de comprendre les équilibres entre ce que l'on demande aux collaborateurs et qu'est-ce qu'il y gagne, et pardon, ce qu'il demande aux collaborateurs et lui qu'est-ce qu'il en retire, qu'est-ce qu'il y gagne. Donc souvent, c'est l'équilibre entre mes obligations, mes demandes, en lien avec ma motivation par rapport à la question de la rémunération ou de l'estime, de la reconnaissance ou du sens au travail. Pareil, donc c'est des outils qui sont relativement rapides et qui permettent, c'est 25-30 questions. Vous avez même des modèles où vous avez 16 questions. Et qui permettent quand même pareil, de guider un peu un entretien et la compréhension de votre situation de travail. Et déjà, là, vous êtes dans une démarche de prise de recul et d'analyse de vos conditions et des facteurs de risque professionnels. Pour terminer, je voulais vous présenter 3 guides qui me semblent intéressants pour démarrer et qui reprennent des bases et notamment beaucoup d'éléments de ce que j'ai précisé. Vous avez un guide de l'INRS qui permet d'évaluer les facteurs de risque psychosociaux avec un outil qui s'appelle le RPSDU et qui permet vraiment de faire le lien avec le document unique qui est le lieu qui rassemble tous les risques repérés par l'entreprise et qui présente sa démarche de prévention. Donc là, vous avez un travail qui vous propose tout de suite une grille d'analyse. Donc vous avez des catégories, vous avez des indicateurs qui sont construits et qui déjà peuvent faire une super base de travail et qui déjà est largement riche pour accompagner les équipes. Un autre guide, c'est le guide de l'ANACT qui lui vraiment permet de réfléchir à la question du document unique et d'être vraiment carré sur la gestion juridique, enfin la démarche méthodologique pour être vraiment inattaquable d'un point de vue juridique. Hein, donc là, et c'est souvent dans ce document, vous avez tout un tas de fiches qui vous précisent un peu tous les aspects méthodologiques sur lesquels vous êtes vraiment parfait. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est de vous inspirer ce qui est proposé, de l'adapter à votre lieu. Évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. On n'attend pas, le législateur n'attend pas la perfection. Hein, c'est pas ce qui est demandé. On demande de mettre en place une démarche. Hein. Les derniers guides que je peux vous proposer de l'INRS, celui-là, je le trouve très intéressant pour réfléchir à vos indicateurs. Hein, donc là, du coup, on est vraiment sur la brochure des indicateurs. Et là, c'est vraiment une réflexion sur comment je définis mes indicateurs de risque qui sont parlants pour moi. Parce que suivant vos métiers, certains indicateurs vont vraiment être spécifiques et ce qu'on vous propose ne va pas être très parlant. Pour terminer, petite bibliothèque pour que vous puissiez aller plus loin de votre côté. D'abord, vraiment, je vous engage, si vous voulez vraiment mieux creuser cette question, à revenir sur le rapport GOLAC, hein, qui s'appelle Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser, qui est vraiment un des éléments qui a servi à construire les évolutions légales de 2010 que j'ai présenté au niveau de l'article du travail. Donc là, vous avez vraiment une réflexion hyper intéressante et vraiment, je trouve, plutôt accessible pour un document unique d'expertise sur ce qui est défini, les dimensions de facteurs de risque, les manifestations, etc. Vous avez tout. Vous avez également un que sais-je qui résume en bonne partie ce que vous trouvez dans le GOLAC et qui est beaucoup plus simple. Hein, donc c'est un que sais-je, donc c'est beaucoup plus accessible. Vous avez la version un peu plus costaud, donc la prévention des risques psychosociaux. Donc là, c'est un gros bouquin, mais qui est vraiment extrêmement complet et qui vous permet quand même d'avoir une base et une bible avec en plus quelques éléments méthodologiques. Si vous voulez quand même aborder la question méthodologique, je vous conseillerais plutôt le suivant, qui est quand même beaucoup plus opérationnel de mon point de vue. Enfin, parfois, ça peut être intéressant de partir des situations plutôt de travail compliquées. Et donc, je vous propose également Situation difficile de travail de Mathieu Poiron, qui est vraiment plutôt, alors très accessible pour le coup, c'est écrit en français, c'est pour les non-experts. Donc, ça va, on se casse pas la tête. Et il est plutôt bien fait pour essayer de comprendre est-ce que là, je suis dans une situation à risque professionnel ou pas. Et voilà. Donc, je trouve que déjà, avec ça, ça vous fait une bonne base pour pouvoir, vous, travailler ça en autonomie.
Voilà, on peut garder le temps qui reste pour des éléments de question. J'espère que ça vous aura quand même donné quelques pistes pour pouvoir démarrer, sachant que vous avez quand même des ressources aussi en interne. Le questionnaire, du coup, hein, a une visée plutôt pour réfléchir d'un point de vue plus global et collectif, mais n'a pas vraiment vocation à prendre en charge ou à repérer vraiment les situations aiguës de travail, hein. Donc, c'est vraiment plutôt dans l'idée de dépasser les situations individuelles pour avoir une vision plus globale. Et c'est souvent dans l'articulation entre ces deux dimensions, l'aspect individuel et l'aspect collectif, où c'est difficile pour les employeurs à proposer quelque chose. C'était exactement les remarques de la personne précédente, hein. C'était vraiment cette difficulté des fois à faire se parler cette dimension. Donc on est vraiment, c'est là où on revient sur cette question de démarche globale et arriver à se faire parler des aspects particuliers entre le management concret qui vraiment est la courroie de transmission principale de la démarche d'RPS entre la direction et le terrain, mais il faut aussi former ses collaborateurs sur le terrain en fonction des risques spécifiques au métier, mais il faut aussi faire évoluer ces fonctionnements réglementaires euh, et, euh, et les solutions que l'on propose aux salariés. Et tout ça, il faut que ça se parle. Et c'est difficile à organiser parce que, en effet, il y a un élément quand même qu'il faut bien reconnaître, c'est que c'est chronophage. Donc ça se planifie. Il faut organiser en amont des temps qu'on se donne pour se parler ensemble de comment est-ce qu'on améliore notre manière de faire ensemble, hein. Et c'est souvent là où c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas dans l'urgence, hein. Donc c'est différent de la prise en charge d'une situation aiguë de travail. Et c'est souvent là où il y a un cap à passer. Et franchement, beaucoup d'employeurs, ils ont souvent un peu mieux, ils ont autre chose à faire que de faire ça, parce que les bénéfices à court terme sont faibles. C'est des bénéfices qu'on va plutôt engranger à plus long terme. Donc c'est vrai que ça, il faut quand même, du coup, quand on est en situation de tension professionnelle ou qu'on est dans des urgences, c'est très compliqué de travailler la démarche des risques psychosociaux. Et en même temps, sur le long terme, ça va vraiment donner énormément de marge de manœuvre. Donc, et c'est pour ça que souvent, on est dans le compromis sur le terrain. C'est-à-dire, l'idée, c'est déjà commencer, faites comme vous pouvez, faites du mieux, et puis au fur et à mesure, ça avancera. C'est quelque chose sur lequel on va capitaliser avec le temps, mais le but, c'est pas d'être parfait du premier coup, c'est impossible, c'est trop long, trop chronophage. Voilà, moi j'ai vu beaucoup de structures qui démarrent, billes en tête, qui veulent faire des trucs, qui font des plans d'action avec 50 actions, enfin vraiment, hein, j'ai vu des plans d'action avec 50 actions sur les 3 ans à venir, hein. C'est des plans souvent sur 3 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est un faux, ça, personne peut tenir ce rythme, ça veut plus rien dire. Et les gens s'épuisent et s'essoufflent, et à la fin, ça devient un espèce de truc qui reste dans un coin de PDF, enfin, c'est un PDF imprimé dans un coin, et puis, finalement, plus personne travaille le truc. Le but, c'est que ça rentre dans la culture professionnelle. Donc, vaut mieux démarrer petit, mais régulier, plutôt que de vouloir faire un truc parfait du premier coup. On a découvert plein de risques, on va faire plein de trucs, et puis un an plus tard, plus personne travaille là-dessus, quoi. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Mathilde Rapin, la psychomotricienne de l'établissement ADEF, la Maison de la Vallée des Fleurs. Je me permets d'intervenir sur ce que vous dites, sur le fait d'ancrer un peu toute cette démarche de prévention dans l'organisation institutionnelle. Et je me posais la question, comment est-ce qu'on peut faire justement pour que cette démarche perdure en incluant les divers professionnels, soignants-soignantes, quand on a parfois un très gros turnover au niveau des équipes? Ouais, vous avez raison. En effet, quand il y a du turnover, ça complexifie d'autant plus l'implication des gens sur ces questions notamment et l'engagement des gens sur ces questions. Donc, eh bien, il faut commencer en effet par avoir quand même un noyau de gens où on sent que bon là, le risque de turnover est moins important, pour éviter en effet d'avoir cette espèce d'impression de recommencer sans arrêt la même chose. Mais en effet, du coup aussi, l'idée, c'est de former beaucoup plus de monde à cette question en interne et d'avoir plus de référents, de manière à ce que même s'il y a du turnover, quand même, on a quand même des gens qui sont au courant de la démarche, manière un peu plus, enfin, de manière un peu plus fréquente. Voilà, il y a moins de déperditions. Mais c'est vrai que dans les situations de turnover, il y a des métiers où là, on sait qu'on va avoir des turnovers extrêmement importants. Bon, là, c'est plus compliqué d'impliquer les gens dans ces démarches. En même temps, j'ai parfois vu des gens qui, comme ils ont été impliqués très tôt, même sur des métiers plus en tension et en turnover, finalement, ça a eu tendance peut-être des fois à réduire.
Enfin, pas tout le temps et pas à tous les coups, mais je l'ai vu dans de la grande distribution, par exemple, où il y a des taux de turnover importants, et ben, on a des effets de réduction du turnover parce qu'en fait, les gens s'impliquent plus dans le collectif de travail. C'est un travail qui gagne du sens. Et donc, en fait, ce n'est plus n'importe quel employeur et je viens pour travailler, puis quand ça me saoule, je me pars, mais ça devient à un moment donné mon entreprise. Enfin, mon lieu de travail. On m'écoute, je m'investis, on me reconnaît. Et donc aussi, c'est un élément qui peut participer à protéger du turnover. Donc, en effet, je suis d'accord, il faut quand même une réflexion stratégique pour éviter de former des gens qui vont partir dans un mois, hein, parce que là, en effet, on recommence sans arrêt la même chose. Donc, il faut trouver un équilibre, mais il ne faut pas qu'il y ait que des gens de la direction. Parce que souvent, le Ouais, problème, ouais, c'est c'est que ça. c'est un point de vue, mais c'est un point de vue qui est aussi partiel. Et c'est pas le point de vue, pour avoir un point de vue global, il faut un peu toutes les couches de la structure. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, comme on arrive, on a un petit peu dépassé le temps, je vous propose qu'on arrête là. Donc, moi, de toute façon, je vous enverrai un mail avec la vidéo et les références bibliographiques. Et donc, voilà, n'hésitez pas